Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, on va regarder le Cursed Scroll 3, le Cursed Zine 3 de Shadow Dark. Alors j'avais fait plusieurs vidéos où je vous avais présenté les classes des différents Cursed Zine. Cette fois-ci, plutôt que faire une vidéo par classe, je me suis dit qu'on allait feuilleter numériquement ensemble ce Cursed Scroll, donc qui est sur le thème des Vikings, sur le thème de Midnight Sun, pour le jeu de rôle Shadow Dark, sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos. En ce moment, je suis en train de jouer une campagne sur le thème un petit peu viking. On va arriver à la 3e session la semaine prochaine. Quand vous verrez cette vidéo, je pense qu'elle aura été jouée. Et je trouve que ce Cursed Scroll, il est vraiment cool. Et en plus, je pourrais, je pense, vous dire un petit peu plus de choses, étant donné que j'ai aussi joué le Gauntlet qu'il y avait dedans il y a un moment maintenant. Donc, je m'en souviens plus très bien, mais en le revoyant, j'aurais sûrement des choses à y dire. Qu'on va regarder les classes, mais pas seulement. Hop là. Donc, pour ceux qui savent pas, Shadow Dark, c'est un jeu, on pourrait dire, à mi-chemin entre l'OSR et la 5e édition. En gros, c'est une autre version de Donjons et Dragons. On va dire, c'est un peu horrible de dire ça, parce qu'à chaque fois, on est obligé de dire le nom du grand ancien, alors que, bon, les mécaniques sont libres de droit, il me semble. Mais voilà, pour moi, c'est ma version de Donjons et Dragons préférée. Donc, thème viking sur ce Cursed Scroll, qui est une extension, entre guillemets, un supplément de Shadow Dark. Donc, à chaque fois, dans un Cursed Scroll comme ça, vous allez avoir... Alors là, est-ce que je peux le retourner, ça? Hop là. À chaque fois, dans un Cursed Scroll, vous allez avoir un mini-setting à jouer, des nouvelles classes, des nouvelles mécaniques, du bestiaire, etc. Tout sur le thème donné par le Cursed Scroll. Donc, en l'occurrence ici, le thème des Vikings. Donc, en fait, le petit setting qu'on a, en bouquin, je vous montre vite fait. En fait, c'est dans la page de couverture et la première page, comme ça. Donc, il n'y a pas d'espace inutilement utilisé. Le setting ici, c'est donc un X-Scroll miniature, les îles de Undrick. Donc des îles gelées avec des dvergs mythiques, des pêcheurs et des fermiers qui vivent dans des longhouses remplis de fumée. Il fait noir. Il n'y a que 2 saisons, l'hiver et le printemps. Ce qui donne un petit côté Game of Thrones. C'est rigolo. Donc on a quelques rumeurs pour nous faire passer d'un des différents lieux légèrement développés à l'autre. On a également des petites tables de rencontres aléatoires qui vont nous permettre de naviguer là-dedans, littéralement naviguer, puisque vu qu'on est sur un thème viking, on va avoir un peu des règles pour voyager en mer. Et donc on a 2 saisons, ils nous disent les saisons chaudes du Midnight Sun, où les Sea Wolves, donc les loups de mer, vont partir pour aller faire des raids, etc. Et ensuite, ils vont revenir pendant la période froide du Long Dark, la longue nuit peut-être, où ils vont revenir pour faire des sacrifices pour leurs anciens dieux. Donc c'est un petit peu le cliché qu'on aime bien, quoi. Le cliché qu'on aime bien, qu'on imagine bien pour un univers un peu de Vikings. Donc d'abord, on a des classes. Donc on a 2 nouvelles classes avec ce Cursed Scroll Midnight Sun. On a le Sea Wolf, donc qui est une sorte de classe de combattant qui va pouvoir manier jusqu'à la Great Axe. Donc il va pouvoir manier que des armes thématiques de Vikings. Ça, c'est très old school, hein, le fait qu'on soit limité à certaines armes. Et donc il peut quand même manier la Great Axe. La Great Axe, ça fait combien de dégâts? Ça fait entre 1d8 et 1d10 de dégâts. Donc on n'atteint pas le D12 de dégâts avec cette classe. Par contre, il va avoir la Hand Axe, une arme un petit peu différente. Il peut porter jusqu'à la maille et le bouclier. Donc il va pas forcément avoir une classe d'armure aussi élevée que le guerrier de Shadow Dark. Par contre, il va avoir le même dé de vie. Donc il a autant de vie que le guerrier. Il va avoir des avantages pour naviguer, se déplacer en bateau avec Seafarer, pardon. Et son truc un petit peu spécial, c'est qu'il peut tous les jours choisir un des 3 Old Gods qui sont les dieux connus, hein, Odin, Freya et Loki. Donc il n'y a pas on va dire, d'invention d'un panthéon ici. Il va pouvoir décider lequel de ces dieux l'accompagne, entre guillemets, et ça va lui donner des bonus différents. Donc s'il choisit Odin, il peut regagner un des 4 points de vie à chaque fois qu'il tue un ennemi. Donc il a, entre guillemets, le last hit, comme on aime à dire. Donc ce qui va lui permettre de se soigner comme ça au combat, donc c'est sympa comme mécanique. Il peut aller avec Freya, donc dans ce cas-là, il gagne un luck token s'il en avait pas. Et à chaque fois qu'il utilise ce luck token, il va ajouter un des 6 à son jet, et on va voir que c'est une mécanique en fait qu'on va retrouver chez le Seer, une sorte de renforcement du luck token. Donc c'est intéressant ces mécaniques-là parce qu'en soi là elles sont attachées aux classes. Et vous, ça vous donne un petit truc que vous pouvez utiliser pour d'autres classes, pour customiser des personnages et tout. J'aime bien cette petite mécanique où on utilise un point méta, un luck token, mais il est encore renforcé. Donc ça peut par exemple être l'effet que pour avoir une potion, un trésor, un truc qu'on débloque en milieu de campagne, etc., qui n'est pas forcément rattaché à une classe en soi. Hein. On pourrait le piquer au Seawolf et le donner à notre guerrier, genre je sais pas quand il arrive niveau 6, j'en sais rien, si on n'a pas de Seawolf dans notre équipe. C'est ça que j'aime bien dans Shadow Dark, c'est que comme les classes sont hyper simples, on va facilement aller chercher dans les autres classes pour customiser la nôtre. Parce qu'effectivement, si au cours d'une campagne qui s'étend, je sais pas, sur 20, 30, 40 sessions, vous avez envie de renouveler un petit peu mécaniquement votre personnage, vous pouvez aller piquer vite fait des trucs à droite à gauche sans bouleverser le jeu, je pense, en changeant les conditions, etc. Il peut aussi prendre Loki, et dans ce cas-là, il a un avantage
pour mentir, s'infiltrer, se cacher. Et ça fait que pour tout ce qui va être embuscade et tout, ça va être intéressant. Donc en fait, c'est une classe assez versatile tant qu'elle sait où elle va. En fait, si je sais que je vais devoir m'infiltrer dans un village pour aller voler un truc, bah, je peux prier Loki ce jour-là. Si je sais que je vais devoir me battre, peut-être je vais prier Odin. Et si je vais au devant de très très grands dangers où je vais avoir besoin de me dépasser mes capacités, peut-être que je vais prendre Freya pour avoir ce boost sur les lock tokens qui va me permettre de réussir à faire des actions qui normalement m'étaient quasiment inaccessibles statistiquement. Donc je trouve que c'est cool. Et sa dernière capacité, c'est le Shield Wall. Le Shield Wall qui va vraiment lui permettre de tanker de ouf. Parce que il peut, entre guillemets, passer tout son tour à se mettre en position défensive. Et dans ce cas-là, sa classe d'armure devient une classe d'armure à 20. Ce qui est difficilement atteignable autrement. Je me demande si par exemple je suis un guerrier, que j'ai une armure de plate, je vais avoir 15 de classe d'armure, je m'ajoute un bouclier, je suis à 17. Pour un guerrier, ça va pas être évident d'arriver à 20 classes d'armure, peut-être avec des talents. Mais là, le Seawolf, il peut faire ça dès le niveau 1, quoi. Et peu importe son équipement, tant qu'il a un bouclier, c'est écrit. Par contre, il passe son tour, entre guillemets, en faisant ça. Mais c'est intéressant parce qu'il va pouvoir bloquer un passage, etc. avec cette capacité. Ensuite, en termes de talent, il peut obtenir le Berserk, donc il rend immunisé aux dommages pendant 3 rounds une fois par jour, donc ça c'est son talent rare. Ensuite il peut augmenter ses dégâts, augmenter sa force, sa constitution ou ses chances de toucher, et il peut, et ça c'est pas un talent rare pour le coup, 10-11 c'est faisable, ça peut facilement être obtenu comme talent je pense, choisir 2 dieux en même temps, et ça je pense que ça le rend très 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 fort. Donc voilà pour le Seawolf. Ensuite on a le Seer, donc le devin, le voyant, donc lui forcément des armes beaucoup plus légères, de l'armure beaucoup plus légère. Il a quand même un des 6 points de vie par rapport à un magicien ou un truc comme ça qui en aurait un des 4, ou un voleur qui en aurait un des 4, donc c'est pas trop mal. Il a de base, c'est passif, plus 1 des 6 à ses jets de dés quand il utilise un lock token, donc c'est-à-dire que lui, s'il a des lock tokens, il peut pouvoir faire un peu des dingueries. C'est assez intéressant, surtout qu'en fait à côté il a Omen, en faisant un jet facile, donc difficulté 9 de sagesse, 3 fois par jour, il va pouvoir obtenir justement un lock token s'il n'en avait pas à ce moment-là. Basiquement il n'a pas vraiment d'avantage pour faire grand chose, mais il a le potentiel de faire des trucs un peu ce qu'il veut 3 fois dans la journée. C'est-à-dire que une fois que vous avez un lock token, vous avez l'avantage, vous y ajoutez un des 6, donc ça fait que vous allez pouvoir tenter des trucs un peu de toutes les classes finalement, potentiellement, si les Norns sont avec vous. Et vous avez aussi un spellcasting basé sur la sagesse, donc comme le prêtre, il me semble. Et alors, il a un répertoire de sorts à lancer un peu plus limité que certaines autres classes. On va aller regarder ça juste après. Et en gros, par contre, s'il fait un échec critique sur un sort, il va devoir avoir il va devoir faire pénitence, en fait. Et en faisant pénitence, ça peut lui coûter assez cher, mais c'est très thématique. C'est-à-dire que si le sort était de niveau 1, il va perdre temporairement des points de vie maximum. S'il serait été de niveau 2, il va perdre de la sagesse, ce qui est vraiment pas terrible, pendant 2 semaines. Et 2 semaines, c'est beaucoup, sachant que la sagesse, c'est une de ses caractéristiques principales. Alors ça dépend, c'est beaucoup, ça dépend en fait un peu de comment vous gérez le rythme de votre campagne en fait. Si vous faites des grandes ellipses, etc., ce sera très certainement moins impactant. Mais si vous êtes dans une phase qui se joue plus au jour le jour de votre campagne, à ce moment-là, ça va avoir beaucoup d'impact. Donc c'est pas tellement une question du rythme, c'est des circonstances en fait. Mais en plein X-Crawl où on gère un peu au jour le jour, ouais, ça va peser. Ensuite, il y a le sacrifice d'un point de charisme qui ne revient jamais. Et en plus, ouais, il y a une pénitence en fait. Enfin, comment expliquer? Cette pénitence que vous allez devoir faire, c'est pour récupérer votre sort. Parce que si vous avez fait un échec critique, vous ne pouvez plus lancer votre sort jusqu'à ce que vous ayez fait cette pénitence. Donc en soi, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais vous pourrez pas vous servir du sort, quoi. Techniquement, ça pourrait être pendant une ellipse. Genre par exemple, là, vous faites pas votre pénitence, mais vous récupérerez pas votre sort et vous devrez attendre d'être à un endroit où vous pouvez attendre 2 semaines pour le récupérer. Enfin bref, j'espère que vous me suivez. Il y a aussi un truc où il faut faire couler de manière ritualisée un bateau dans la mer pour récupérer ce sort. Et à la fin, si vous faites un sort de niveau 5 et que vous faites un échec critique, pour récupérer ce sort, il faudra sacrifier 9 vies humaines. Donc il y a un côté vraiment dark qui est sympathique et qui peut vraiment donner un ton à la campagne. Donc après, en talent rare, on gagne un autre sort. Ok. Après, sur un 3-6, on gagne une utilisation supplémentaire du Omen. Donc ça, je pense, moi, c'est ce que je préférerais tirer en même temps, parce que le Omen, ça a l'air super fort. Et 10-11, on augmente la catégorie D du talent, de la capacité de Destined. Donc on passe de ajouter un des 6 avec un lock token à un des 8, voire un des 10, je sais pas, à la fin de la campagne, peut-être on aurait eu ce talent 2 fois. Et là, ça devient vraiment très très fort. Peut-être que notre personnage va pouvoir faire des petites folies. Donc ensuite, on a les titres, comme d'habitude.
On a ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des backgrounds de Nord pour vraiment, même si on prend d'autres classes, etc. Si on veut se faire une campagne vraiment, tout de suite on sent le thème des Nord, on va pouvoir se faire un background qui va bien se caser dedans. Et puis on peut carrément être un noble-born, genre on peut commencer en étant un king, un crafter, un chasseur. Est-ce qu'on peut être un thrall? On peut être un esclave libéré. A priori, on ne peut pas être un thrall. Ensuite, on a des noms, ça c'est cool. Surtout que dans ces noms, on a des noms masculins, des noms féminins, des surnoms et aussi des titres. Genre un peu le diable des mers, le brise-bouclier, l'enfant des tempêtes. Ça c'est assez cool. Ensuite, on a la description de nos 3 Old Gods, donc Odin, Freya et Loki. Et ensuite, on arrive dans le gameplay. Alors dans le gameplay, qu'est-ce qu'on a? Il me semble que une des nouveautés, entre guillemets, c'est 2 propriétés d'objets, surtout. Alors, c'est une propriété d'objet, à savoir Sundering. Donc ça, c'est pour les boucliers, les Round Shield, les gros boucliers en bois, la Viking. Ils ont ajouté la propriété Sundering, qui fait que, si vous le voulez, vous pouvez dire que votre bouclier se détruit pour absorber 100% des dégâts d'une attaque. Alors, je pense que on peut l'arbitrer de différentes manières. Par exemple, on peut se dire que s'il y a un énorme rocher qui nous tombe dessus, ça fonctionne pas. Après, est-ce que c'est considéré comme une attaque? On pourrait dire que le souffle d'un dragon, peut-être que ça marche pas, ou alors qu'il faut un round shield, mais d'un round shield magique, etc. Je pense qu'il y a un petit peu d'arbitrage à avoir ici. Et aussi, on peut se dire, pourquoi il y aurait que le bouclier en bois qui a cette propriété de pouvoir être sacrifié pour... on le perd définitivement, mais on bloque tous les coups. On pourrait utiliser honnêtement cette règle pour d'autres boucliers. Je pense que ce ne serait pas si gênant que ça. On pourrait l'importer dans un truc qui n'est pas viking. Et d'ailleurs, c'est une mécanique qu'on retrouve, je crois, dans le Black Sword. Le Black Sword Arc, je sais plus, mais dans le Black Hack, je pense que ça y est. Je pense que ça y est aussi dans Sharp Sword and Sinister Spells, enfin, dans pas mal d'autres jeux qui se font nommer Old School. On retrouve souvent ce petit truc et je trouve que c'est assez sympathique. Et après, la End Axe, sa spécificité, c'était l'arme que pouvait utiliser d'ailleurs le Viking, le Seawolf, pardon. C'est qu'à la fois c'est une arme de finesse, donc on pourrait utiliser avec dextérité, ce qui est quand même assez intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir se faire un Seawolf basé sur la dextérité pour tirer à l'arc, parce que je pense qu'il a un arc. Hein. C'est ça, il peut avoir le longbow, donc le longbow, je pense, ça fait un D8 de dégâts, donc il peut avoir une bonne arme à distance, plus une arme de finesse, et en plus, elle a la propriété thrown, on peut la lancer, cette hache. Donc c'est assez cool. Ensuite, on a les bateaux, donc là, on a une description mécanique des bateaux qu'on n'avait pas dans les bouquins de base, donc un nombre de gear slots pour transporter de l'équipement, un nombre de passagers qui va aussi déterminer le nombre de points de vie. Je trouve que c'est une mécanique assez simple, même si ça collera pas à tous les bateaux, etc. C'est une bonne abstraction. Se dire si le bateau est énorme et qu'il peut transporter plein de monde, il va avoir plus de points de vie. On va avoir, est-ce que c'est un bateau qui peut aller en haute mer? Et si c'est pas le cas, eh ben, il faudra peut-être faire des jets pour voir s'il se fait juste détruire par la mer, en fait. Donc ça, c'est pour différencier typiquement un petit raft fabriqué à l'arrache d'un galleon. Ensuite, on a la distance qu'il peut parcourir en X et en feet aussi, si on a envie vraiment de traquer ces trucs-là. Bon, moi, personnellement, ça m'intéresse pas de fou. Ce qui est intéressant, c'est que si le bateau a la propriété horse, donc horse, c'est des pagaies, je crois, enfin, c'est des rames. Ça veut dire que ça nous permet de savoir qu'on peut se déplacer à demi-vitesse quand on est dans les terres. Portage, c'est est-ce qu'on peut transporter ce bateau à pied? Donc, c'était typiquement un des trucs cool des Drakkar, il me semble, hein, c'est qu'on pouvait les déplacer sur Terre si on avait des porteurs assez facilement, qui augmentaient encore la mobilité. Et voilà, on a aussi est-ce qu'il y a des armes qui sont montées sur le bateau, etc. Donc c'est très très simple, ça tient en une page encore une fois. Et ensuite, on a une mécanique là qui n'a rien à voir avec une classe en particulier et tout, c'est la mécanique de Oath, donc de serment, que pareil, ça on peut s'en inspirer pour l'utiliser à plein de moments avec d'autres cultes, peut-être même en dehors d'une campagne viking, que je trouve très très cool. En fait, on fait un rituel, une promesse ritualisée en fait envers quelqu'un, envers un devin, envers voilà. Ce qui est intéressant, c'est que si on parvient à remplir notre serment, en fait, on va gagner une faveur, mais si on échoue, on va perdre des choses, quoi. Et en fait, ce serment qu'on va faire, on va devoir le remplir avant de passer notre prochain niveau. Je trouve que c'est rigolo comme mécanique pour timer le truc. Donc par exemple, là on a des exemples de qualité et à partir de ça, on pourrait en inventer d'autres, quoi. Typiquement, je promets de jeter les trésors que je collecterai lors de mon prochain raid dans la mer pour Odin. Si je fais ça, je gagne 1 HP de manière permanente, mais si je échoue à le faire avant ma prochaine montée de niveau, eh bien je perdrai un des 4 points de vie de manière permanente. Donc c'est une sorte de manière d'améliorer son personnage. Par exemple, à chaque fois, c'est plutôt gagner des points de vie ou augmenter nos stats, mais avec le risque d'échouer à le faire et de perdre quelque chose. Donc en jeu, je sais pas trop ce que ça peut donner, honnêtement.
mais je trouve l'idée cool. Il y a un truc à travailler autour de ça, je trouve. Ensuite, on a des exemples de reinforcement. Donc ça, c'est une mécanique un peu à part, honnêtement. C'est pour les gauntlets, donc c'est ces fameux funnels, là, ces fameuses parties où on est niveau 0. C'est des moyens de manière aléatoire de faire réapparaître un personnage après qu'il y en a un qui meurt, pour réintroduire un personnage niveau 0 rapidement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, parce qu'en plus, cette apparition va dire quelque chose sur le donjon. Typiquement, mon nouveau personnage, il est coincé dans la toile d'une araignée géante, qui reviendra dans un des 4 rounds. Bon, peut-être que dans votre donjon, il n'y avait pas d'araignée géante à la base, mais ça fait émerger une araignée géante, et je trouve ça vraiment sympathique. Et c'est toujours bon à prendre parce que c'est des exemples de comment amener ça. Alors que des fois, on entend j'ai déjà entendu des gens dire le problème, c'est que quand on fait des trucs ultra mortels, etc., on sait pas comment ramener un nouveau personnage, c'est pas cohérent, c'est pas machin. C'est pas cohérent tant qu'on a décidé que c'était pas cohérent, si vous voulez mon avis. Donc, cette fameuse cohérence, elle se discute. Et je pense que si on est un peu open-minded, on trouve souvent, pas toujours, peut-être pas toujours, effectivement, on trouve souvent un moyen fun de ramener un nouveau personnage dans le donjon, en fait. Et là, on a 20 exemples. Ensuite, on a un petit exemple de monastère, donc une petite map pour jouer un monastère. C'est une sorte de mini-donjon pour faire un petit pillage, quoi, tranquillement. Ouais, j'arrive et je te fais un petit pillage de monastère. Donc ça, je ne l'ai pas joué, etc. Mais au moins, on a une map de monastère prête à être lancée dans la partie. Ça, c'est sympathique, avec un petit peu d'inspi, donc je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a une nouvelle table aléatoire de rencontre pour les mers arctiques. Donc, je pense que globalement, c'est une table aléatoire pour la mer et qui va mettre en avant tous les thèmes vikings. Donc, c'est-à-dire qu'on va croiser des navires ennemis, on va croiser le kraken, on va croiser des ours polaires qui sont sur une petite île. On va croiser ce genre de trucs-là. Donc, des trucs, encore une fois, thématiques pour quand on se déplace parmi les îles du mini-setting proposé. Et ici, on a les sorts du Seer. Donc, vous voyez, il n'a pas énormément de sorts. En fait, il a que 4 choix de sorts par niveau. Donc, c'est pas une classe, on va dire... je pense qu'il n'y aura pas énormément de différence entre 2 Seers, mais ce qui n'est pas trop grave en soi, puisqu'on joue rarement 15 campagnes avec la même classe qu'on rejoue et on essaie toutes ces options. Hein. On va pas se le cacher, c'est assez rare. Et donc, voilà. Si on regarde un peu les sorts, alors nous on en avait un dans notre campagne, maintenant il est parti dans la Shadow March. Il avait par exemple un truc qui était très très cool, c'était le Raven. Donc c'est genre, il invoque un corbeau qui va aller délivrer un message, un corbeau spectral en gros, qui va aller délivrer un message à une personne qu'il connaît, quoi. Donc je trouve que c'est assez stylé. C'est très marqué, encore une fois, dans le thème. Donc c'est le genre de classe qui s'importe assez mal, je pense, en dehors d'un setting viking, en fait. Ou alors il faut le justifier, etc. Ou peut-être on peut aller piquer ses sorts. En fait, s'inspirer de ça, si on fait une campagne qui n'est pas sur le thème des vikings, aller piquer des trucs ici, les mettre sur d'autres classes et tout. Mais jouer tel quel, il est vraiment très marqué, ne serait-ce que dans le nom de ses sorts. Après, on peut rechanger la saveur, changer les noms des sorts et tout, si on le souhaite. Mais... Et donc, voilà, au début, il va créer des potions, il va faire des trucs assez simples. Et après, il a, par exemple, le Ragnarok. Ragnarok, vous regardez dans les fils du destin et découvrez la finitude, la destination finale d'une âme après la bataille du Ragnarok. Vont-ils vivre ou mourir? Vous choisissez une créature, une portée longue, donc c'est de loin en plus. Cette créature va faire un jet de constitution opposé à votre jet de spellcasting, et si elle rate, elle meurt instantanément, donc c'est ultra puissant. Ça, c'est un sort niveau 5, donc c'est genre un truc que vous avez tout à la fin de la campagne. Et ce sort ne peut être lancé qu'une fois par adversaire. Donc c'est-à-dire que potentiellement, n'importe quel boss, n'importe quel adversaire, il y a une chance de le one-shot avec ce sort. C'est quand même assez ouf. Le truc, c'est que si vous échouez à lancer sort, vous en perdez l'utilisation jusqu'à avoir sacrifié 9 vies, etc. Donc en fonction... Bon, si vous êtes en mode je m'en bats les steaks de l'impact d'un tel sacrifice, etc. J'ai pris la classe pour m'optimiser, ça aura pas un énorme impact. Mais si vous ratez ce sort avec un échec critique, vous allez devoir sacrifier des gens et tout. Franchement, c'est badass comme sort. Je regarde les sorts niveau 5 parce que je suis un gros kikou. World Serpent. Donc il y a le venin du serpent monde qui vient imprégner l'arme d'un de vos alliés. Ça multiplie par 2 ses dégâts à chaque attaque, x 4 sur un critical hit. Ouah, c'est tellement puissant en PTDR. Bon, il y a des trucs pour créer des hallucinations, des potions. Il y a un sort qui est très pratique, je crois que c'est potion d'ailleurs, pour relever ses compagnons rapidement. C'est un peu à l'image d'un truc du rôdeur, donc ça c'est assez pratique. Ça permet de stabiliser automatiquement en fait quelqu'un. Automatiquement, si vous réussissez à lancer le sort, qu'on s'entende, mais c'est assez facile à lancer. Il y a la foudre de Thor. Vous pouvez donner des luck tokens avec un sort aussi, en faisant une transe. Il y avait aussi un sortilège qui a été pas mal utilisé dans notre campagne pour booster les dégâts de quelqu'un, un peu le Evoke Rage, je crois, c'est un truc un peu de berserk, pour augmenter les dégâts d'un allié, etc. Donc c'est difficile de dire si c'est un... Vous voyez, c'est une classe thématique, on peut pas vraiment la mettre dans une case, je sais pas comment dire, genre c'est un support, c'est un
une classe qui doit faire des dégâts, etc. Non, c'est juste un seer qui peut appeler les pouvoirs de différentes divinités et faire différentes choses. Donc je pense que je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. En fonction finalement des sorts que vous allez avoir, votre personnage, il va avoir peut-être un rôle bien différent dans l'équipe. Ensuite, on a le petit setting des îles. Alors je le connais pas par cœur, mais je vais pas passer beaucoup de temps sur ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, il y a des sortes de points d'intérêt qui sont décrits en un petit paragraphe, mais il n'y a pas de grand plot, etc. C'est des accroches et vous allez devoir faire votre développement et ils sont placés sur la map. Puis vous allez remplir les autres ex si vous sentez que c'est nécessaire. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment, on va dire, les points d'intérêt un peu image d'Épinal, un peu les grands classiques avec un petit twist, un petit truc. Plus typiquement, voilà, là il y a un village de vikings et le petit twist, c'est que, je sais pas, tel Jarl, il est sous le contrôle d'une guenaude des mers. Voilà, on vous en dit pas plus, on vous dit pas tout ce que c'est, tout le plan, je sais pas quoi, et les 15 000 trucs qui va se passer là-bas. Mais vous, ça vous donne une idée des endroits, des points d'intérêt. Et en fonction de ce à quoi vos joueurs s'intéressent, là où ils vont, vous allez développer, improviser, tout ça. Donc moi, j'aime bien ce format, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le bestiaire amélioré des Vikings. Ça, c'était très drôle parce que dans la dernière partie de Vikings, là, j'avais mis des draugres dans un donjon alors que mes joueurs étaient niveau 1. Et moi, dans ma tête, les draugres, c'était un monstre pas très fort parce que j'avais l'image de Skyrim où on en combat très tôt, etc. Et en fait, c'est quand même un monstre niveau 5 qui est immunisé aux dégâts qui sont pas faits par des armes en argent ou de sources magiques. Et en fait, je m'en suis rendu compte pendant le donjon, genre, je dis, il y a un draug qui apparaît, là, il y a un joueur, il l'attaque, je lui fais, tu fais combien de points de dégâts? Il me dit 9, je me dis, ah bah, il va être mort. Je regarde les points de vie du truc, je fais, il a 25 points de vie. Et du coup, bah, je suis resté, j'ai pas modifié le truc, j'ai continué à faire apparaître des drogues, et du coup, ça s'est transformé de, on combat quelques gardiens d'une tombe à un peu une séance d'alien, quoi. C'est-à-dire que le monstre, on est là pour le fuir, ou le neutraliser, mais on va sûrement pas réussir à tous les tuer, ces gardiens. Et donc le Draugr, ouais, je trouve qu'il est vraiment très cool. En plus, il peut traverser les murs et tout, c'est assez stylé. On a les Dvergs, donc qui sont un peu une sorte de... Bah, c'est des sortes de nains, des sortes de gnomes, mais qui peuvent se métamorphoser. Donc voilà, des trucs typical qui mettent bien l'ambiance. On a les Valkyries, un orc, mais la sorte de baleine carnivore. L'ours-garou, le troll des profondeurs, enfin voilà, on a nos petits trucs de Vikings. Le Sea Serpent, un peu décevant le Sea Serpent, on va pas se le cacher. Niveau 12, il a aucun truc spécial, aucune capacité spéciale. J'avoue que il est pas génial celui-là. Bref. Horde of the Sea Wolf King, donc ça c'est le dernier truc du Curse Scroll. Je l'ai fait jouer et c'était très sympa. En fait, c'est un funnel, un gauntlet, ce que vous voulez, où les personnages sont niveau 0 et ils doivent aller chercher des trésors. Donc, spoiler, à partir de maintenant. Parce que bon, aller chercher des trésors, c'est souvent le truc qu'on fait dans Shadow Dark, donc je pense pas que c'était un trailer, mais en gros, l'idée, c'est qu'ils doivent aller dans une tombe dans laquelle est enterré un Jarl légendaire. Et il va y avoir d'autres pilleurs de tombe qui vont essayer de récupérer les trésors de l'endroit, à savoir des bandits qui sont vraiment de simples pilleurs de tombe, mais aussi la fille de ce Jarl qui essaye de se venger de lui, qui l'a toujours détesté. Et en fait, le Jarl détestait globalement tous ses enfants, c'est ça qu'il faut comprendre, qui sont enterrés avec lui, etc. Il les considère tous comme des voleurs et tout. Et pour lui, il a qu'un héritier légitime. Enfin, il y a un truc comme ça, une sorte de dispute entre le spectre et ses enfants. Et en fait, on peut découvrir ça à travers plein de petits indices et tout. Enfin, il y a vraiment... Je trouve qu'il est très réussi en termes de narration environnementale, ce donjon. On peut vite comprendre ce qui se passe sans avoir nécessairement à faire une discussion avec un PNJ. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé très réussi. Et puis, il y a vraiment des trucs sympas. Genre, il y a le côté que j'ai beaucoup aimé, où vous pouvez vous déplacer si vous avez une barque ou un truc comme ça, de manière différente dans le donjon. Ça, c'est un truc dont j'avais parlé sur une vidéo que j'avais faite sur le loot, sur le fait que certains équipements changent les perspectives de la campagne. Et typiquement, le fait d'avoir votre bateau qui est en bon état, dans ce donjon, ça le permet de l'explorer de manière différente. Un petit peu comme dans certains jeux vidéo où vous pouvez utiliser un sens spécial, un objet spécial qui va complètement changer votre perspective de l'environnement que vous explorez. Bah là, le simple fait d'avoir une barque, pouf, ça vous donne une toute autre manière de naviguer dans la structure du donjon. Je trouve que c'est très très cool. Il y a des monstres de différentes catégories. Il y a des endroits où vous pouvez faire des sacrifices pour obtenir des pouvoirs. Faire des sacrifices pour les dieux, donc ça j'ai trouvé ça très sympa aussi. Et puis il y a des rencontres un petit peu insolites qui marchent vraiment bien, genre un dverg qui est en bas à droite de la map et qui peut donner un petit peu des champignons et tout, qui est complètement en dehors du ton d'une certaine manière. Je trouve que c'est marrant. Il y a un troll, enfin il y a vraiment
je trouve ce donjon vraiment cool. Je l'ai fait jouer une fois et il y a plusieurs salles qui m'ont inspiré. Typiquement, une salle où on a des stingbats et en fait, elles vont se réveiller si on arrive avec des torches. Alors, je crois qu'on retrouve ça dans un autre donjon, je crois, dans le Curse Scroll 1. Mais j'aime beaucoup cette idée de faire une sorte de contre-pied à la mécanique de base qui nous incite à préserver nos torches et à faire des torches quelque chose de très précieux. On a très peur de ne plus avoir de torches. Et en fait, là, c'est l'inverse. C'est si vous arrivez avec vos torches dans cette pièce, ça va vous causer des ennuis parce que ça va énerver les animaux de cette pièce, quoi. Je trouve que c'est très très cool. Il y a aussi des nymphes. Enfin, il y a tout un délire dans le donjon que je trouve très bien. Mes joueurs ont kiffé jouer ça. Je pense que c'est de ceux que j'ai testés, c'est celui que j'ai préféré. Sachant que j'avais commencé celui du Curse Scroll 1, je l'ai pas fini. Je sais pas si je le reprendrai un jour. J'avais beaucoup fait jouer le kit d'initiation. J'avais aussi fait un des mini donjons. Donc en comparant ces 4 donjons officiels, on va dire, je pense que celui-là, c'est mon préféré. Je pense que celui-là, c'est mon préféré. Après, peut-être que c'est parce que j'ai un petit kiff pour ce côté nordique, etc. Mais voilà, quoi. Et alors, je dis que c'est fini, mais en fait, c'est pas tout à fait fini. Il y a une dernière petite chose qui est intéressante, c'est qu'au dos du bouquin, vous allez avoir une petite table de loot viking, quoi. Pour avoir un truc qui soit vraiment thématique. À savoir, ce sont des plunder from distant lands. Donc, c'est pas nécessairement des trésors, on va dire, justement des trésors de vikings à proprement parler. C'est plutôt des trucs qu'on va récupérer lors des pillages. Et typiquement, si on va, je sais pas, voler le trésor d'un Jarl qui est un grand raider, bah, peut-être on va trouver une rose d'or de Saint-Eragnis, un dieu qu'on connaît pas parce que nous, on n'a jamais voyagé. Enfin, des objets un peu exotiques issus de pillage et qui vont peut-être servir d'accroche pour que derrière nos personnages se disent « Ah, nous aussi, on va faire un raid, etc. » Et on va ramener des trucs venus de pays lointains et tout ça, tout ça. Donc voilà. On a fait le tour de ce petit Curse Scroll. Je trouve que vraiment ce format de petits suppléments, il est excellent. Et j'ai hâte qu'il y en ait des nouveaux. Je crois qu'il va y en avoir un nouveau un petit peu sur le Urban Crawl, c'est-à-dire plus orienté sur faire des aventures en ville. Il va y en avoir un justement très focalisé dans ses mécaniques, etc. sur le X-Crawl, il me semble. Et je crois qu'il va y avoir aussi un supplément pour jouer en solo à Shadow Dark et potentiellement, semblait voir passer qu'il y avait un méga donjon, peut-être Shadow Dark, qui était en préparation. Donc j'ai hâte de voir tous ces prochains suppléments. En tout cas, rien que ces Curse Scroll-là, je trouve qu'ils sont vraiment ultra inspirants. Vous avez vraiment beaucoup de choses parce que vous avez de quoi amener des nouveaux trucs dans vos propres campagnes, c'est-à-dire des petits monstres, des petits machins et tout, en quantité et de manière concise. Mais vous avez aussi un mini-setting si vous voulez partir d'un truc et amener, vous, quelque chose dans ce mini-setting qui vous est proposé. Et en plus, vous avez un donjon que vous pouvez jouer tel quel, séparément de votre campagne, ou catapulter dans le mini-setting ou dans votre propre campagne. Donc, en fait, voilà, moi, je suis toujours fan. C'est the best Dungeon Dragon version for me, guys. Maybe it's not for you, but for me it is. Yeah. Ok. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne et tout ce qui se fait. Et puis bisous. My mother told me one day I would buy gone with good horse, sails to distant shores.